Qui est Marcel Duchamp? Un fumiste, un dada, un farceur, un désabusé? Ou alors un prophète, annonciateur d'un monde nouveau, nourri de liberté, de poésie et de merveilleux? Très certainement, Marcel Duchamp est un être complexe, dont André Breton, le pape du surréalisme, a osé dire « Notre ami Duchamp est assurément l'homme le plus intelligent et pour beaucoup le plus gênant de cette première partie du XXe siècle. » C'est Guy Viaud qui l'interroge. Marcel Duchamp, quel pouvoir attribuez-vous à l'humour? Un grand pouvoir. L'humour pour moi a été une sorte de sauvetage, pour ainsi dire, car jusque-là, pour moi, l'art était une chose tellement sérieuse, tellement pontificale, que j'étais très heureux quand j'ai découvert que je pouvais y introduire l'humour. Et ça a été vraiment pour moi une époque de découverte. La découverte de l'humour, pour moi, a été une libération. Et non pas l'humour dans le sens humoriste du mot, humoristique du mot. L'humour est une chose beaucoup plus profonde et plus sérieuse et plus difficile à définir. Il ne s'agit pas seulement de rire. Il y a un humour qui est l'humour noir, qui ne rit pas et qui ne pleure pas non plus, qui est une chose en soi, qui est un nouveau sentiment, pour ainsi dire, qui découle de toutes sortes de choses que nous ne pouvons pas analyser par les mots. Est-ce qu'il y a une grande part de révolte dans cet humour? Une grande part de révolte, une grande part de dérision sur le mot sérieux, sur le sérieux de la vie, le sérieux des institutions, ce sérieux étant tout à fait sujet à caution, naturellement. Et c'est seulement par l'humour que vous pouvez en sortir, que vous pouvez vous libérer. Et en quoi l'humour est-il noir? Le noir, c'est une façon de parler. Il fallait donner une couleur. Évidemment, il n'y avait pas de couleur plus explicative que noir, parce que noir est le sombre, le sombre de cet humour en fait une chose presque méchante, au lieu d'être aimable et dangereux. C'est presque comme une sorte de dynamite, n'est-ce pas, de l'esprit. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé noir. Noir n'a aucun sens, évidemment, mais c'est un peu comme le drapeau noir de l'anarchie, si vous voulez, des choses comme ça. Le noir, généralement, a pris ce côté sombre et enterrement qu'on est obligé d'accepter, puis voilà tout. Vous avez dit quelque part que la réalité possible s'obtient en distendant un peu les lois physiques et chimiques. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Par là, c'est simplement l'idée que s'il est facile de croire que si on frotte une allumette, on obtient du feu, enfin la cause amène l'effet, mais je trouve que les lois physiques telles qu'elles nous sont enseignées ne sont pas forcément la vérité. Nous y croyons, nous les expérimentons chaque jour, mais je crois qu'il est possible de considérer l'existence d'un univers où ces lois seraient pas détendues, mais étendues, changées un tout petit peu, juste moins limitées, moins exactement limitées, et que par conséquent on obtiendrait immédiatement des résultats extraordinaires et différents, et qui sont certainement pas loin de la vérité, parce que après tous les 100 ans ou tous les 200 ans, un nouveau physicien arrive qui change toutes les lois, n'est-ce pas? Après Newton, il y en a eu d'autres, et même il y en aura d'autres après Einstein, n'est-ce pas? Donc il faut s'attendre à ce changement des lois en question. Mais toute votre activité, je pense, a tendu vers ce possible, au-delà de l'immédiat. Sûrement, en tout cas, sans être un scientifique moi-même, on peut, avec l'espoir, arriver à obtenir des résultats parallèles à la science, si vous voulez, dans l'art, et qui donnent des résultats satisfaisants, en tout cas, satisfaisants dans le sens du nouveau de la chose, de la chose qui apparaît comme une chose qui n'a jamais été vue avant, du non déjà vu.
Ceci dit, Marcel Duchamp, vous n'en faites pas moins au début de votre carrière un impressionniste comme tout le monde. Oh, absolument, comme tous les... Un homme jeune ne peut pas être un vieil homme, c'est impossible. Il faut passer par la filière des influences. On est obligé d'être influencé et on accepte cette influence très normalement. D'abord, on ne s'en rend pas compte. La première chose à savoir, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on est influencé. On croit déjà être libéré, qu'on est loin de l'être. Et alors, il faut l'accepter et attendre que la libération vienne d'elle-même, si elle ne doit jamais venir, parce que certaines gens ne l'obtiennent jamais, ne la voient jamais venir. Mais on a dit que vous aviez fait ces expériences impressionnistes un peu pour vous prouver que vous pouviez les faire, un petit peu comme un tour de force. Non, ça, je ne crois pas que ce soit exact. Quand on peint comme un impressionniste à 17 ans ou à 16 ans, on est déjà tellement content de peindre, puisqu'on aime ça, qu'il n'y a pas d'analyse, de self-analyse qui explique pourquoi on fait ceci plutôt que cela. Et surtout, on ne sait jamais ces choses-là que 40 ans après. Et qu'est-ce qu'a été à ce moment-là la section d'or? La section d'or date déjà de 1912. Ça a été un petit salon qui a eu lieu une année seulement, où se sont réunis tous les cubistes de cette époque-là, sauf Picasso et Braque, qui sont restés dans leur coin. Il y avait déjà une scission entre deux groupes de cubistes. Et alors là, nous avons fait, avec Picabia, mon frère Jacques Villon, toute une exposition de tableaux qui a eu beaucoup de succès avec Apollinaire. Apollinaire a, je crois, fait une conférence pour présenter les jeunes peintres qui, à ce moment-là, étaient des iconoclastes, comme bien vous pensez. Et ce cubisme, est-ce qu'il se teintait pas, si je puis dire, d'un peu de futurisme? Oui, il y avait une parenté, en tout cas. L'époque était faite pour ça. Il n'y avait pas... il y a eu une chose un peu différente chez les futuristes, qui était la préoccupation de rendre le mouvement, ou d'essayer sinon rendre le mouvement, de rendre le mouvement d'une façon impressionniste, c'est-à-dire naturaliste, de donner l'illusion du mouvement, ce qui est une erreur en soi, puisque on ne rend pas le mouvement d'une façon réaliste par un tableau statique, n'est-ce pas? C'est pas possible. Donc ça a échoué comme idée, parce que c'était la continuation de l'idée impressionniste attribuée au mouvement, donnée au mouvement. Tandis que, par exemple, dans mon cas, où j'ai voulu faire la même chose avec le nu descendant l'escalier, c'est un peu différent. Je me rendais très bien compte que je ne pouvais pas rendre l'illusion du mouvement dans un tableau statique. Je me suis contenté de faire un état de choses, un état de mouvement, si vous voulez, comme le cinéma le fait, mais sans le déroulement du cinéma, comme le film le fait, superposé l'un sur l'autre, les différentes vues. À chacune de ces phases. C'est ça, chacune de ces phases indiquées d'une façon complètement graphique et non pas à intention de donner l'illusion du mouvement. Et c'est ce nu descendant un escalier qui a fait sensation à l'Armory Show en 1913 à New York. C'est cela. Et ça a eu une sorte de succès scandale qui a fait d'ailleurs tel que beaucoup de gens ont connu le nu descendant l'escalier, soi-disant, et ils n'ont jamais connu qui l'avait fait. Ça ne les intéresse absolument pas de savoir qui était le peintre. Parce que le tableau les intéressait pour le tableau, et c'était la seule chose qu'il y en a, de sorte que j'ai été complètement, comment dirais-je, ignoré du public, parce que le public connaissait mon œuvre sans savoir qui j'étais ou que j'existais. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là, car ici on est encore en pleine peinture, vous faites de la peinture, est-ce que c'est à partir de ce moment-là que vous renoncez plus ou moins à la notion traditionnelle de tableau? Oui, c'était vers 1913, ça c'était 1912, et c'est en 1913 que j'ai commencé à douter même de mon cubisme. J'étais probablement très difficile à satisfaire à ce moment-là, je suppose. Et quand j'ai fait 1 an ou 2 de ces choses-là, j'ai déjà
pensé que c'était la fin, que ça ne menait pas trop loin, excepté que ça aurait pu faire beaucoup d'argent peut-être si j'avais continué. Mais alors j'ai déjà changé d'idée en 13 et je me suis trouvé engagé dans une autre forme d'expression où la peinture perd sa priorité, si vous voulez. L'idée, pour moi, a été à ce moment-là de faire intervenir la matière grise en opposition à la rétine. Pour moi, la rétine est une chose qui durait déjà depuis Courbet. Avec Courbet et après le romantisme, toute la série des 100 ans de peinture d'art plastique était basée sur l'impression rétinienne. Vous dites depuis 100 ans, c'est donc qu'avant la peinture n'était pas uniquement rétinienne. Non, pas du tout, loin de là, au contraire. Tout ce qui représente la peinture religieuse, la peinture depuis la Renaissance, toute la Renaissance italienne, est entièrement matière grise, si j'ose employer ce terme, quand je veux dire par là religieuse. C'est-à-dire que l'idée était de glorifier une religion, la religion, le Dieu catholique ou autre, ça. Mais le côté peinture lui-même, le côté rétinien du tableau était très très secondaire, plus que secondaire. C'était l'idée qui importait à ce moment-là. Et c'est ce qui m'est arrivé à ce moment-là, en 1912 ou 13, avec l'idée de vouloir changer ou du moins me débarrasser de l'héritage rétinien des 100 dernières années. Vous dites à ce moment-là, les tableaux ont de la poussière au derrière. C'est ça, c'était ce qui m'a fait dire des choses comme ça parce que il fallait se débarrasser et obtenir une autre ouverture sur d'autres paysages, pour ainsi dire. Et c'est à ce moment-là, Marcel Duchamp, qu'intervient Dada. C'est déjà plus loin, c'est déjà après. Je parle déjà de 1912, et en 1912, quand j'ai déjà élaboré l'idée de la mariée mise à nu par les célibataires, c'était encore sans teinte de dadaïsme. Il y avait évidemment en germe des choses semblables au dadaïsme, mais ça n'avait pas le caractère organisé d'un mouvement comme le dadaïsme l'a été en 1916, 17 et 18. Il y avait déjà l'annonce d'un mouvement tel, et même dans la mariée mise à nu par les célibataires, il y a des détails ou des développements qui sont du domaine dadaïste, mais c'était quand même une chose beaucoup plus large d'esprit qu'une chose tendancieuse, comme le dadaïsme l'était. Puis après tout, le dadaïsme était une tendance à se débarrasser d'une façon violente des choses acceptées et admises. Mais là, c'était encore une chose personnelle qui me concernait seulement, de faire un tableau ou une œuvre quelconque avec ma responsabilité seule et non pas un manifeste d'ordre général. Après, vers 16 et 17, en effet, le dadaïsme est intervenu et j'y ai collaboré parce que ça entrait tout à fait dans mes vues. Alors si vous voulez, nous reviendrons au dadaïsme tout à l'heure. J'aimerais bien que vous nous parliez davantage de la mariée mise à nu par ses célibataires même. Quelle est la clé de ce tableau? J'ai cru lire d'André Breton qu'il y avait un fil d'Ariane au tableau. Il n'y a pas un fil d'Ariane, il y a le fait que, dès l'abord, le tableau n'est pas conçu comme une toile sur laquelle vous mettez de la peinture. Le tableau est compris comme un morceau de verre. D'abord, il est peint sur verre, sur lequel est en effet la peinture à l'huile est peinte, mais les formes qui sont d'abord vues avec l'idée de transparence. L'idée de toile disparaît. Pour déjà me satisfaire dans l'idée que le tableau n'est pas un tableau, c'est-à-dire un châssis avec de la toile dessus et des clous autour. J'ai voulu me débarrasser de ça, qui est une impression physique. Après cela, chaque partie de ce tableau, de ce verre, avait été préparée minutieusement avec des idées et non pas avec des coups de crayon. Des idées inscrites sur des petits papiers au fur et à mesure qu'elles venaient. Et finalement, quelques années après,
j'ai réuni toutes ces idées dans une boîte qui s'appelle la boîte verte, et qui sont des petits papiers découpés, ou déchirés plutôt, que j'ai fait déchirer pour en faire une édition de 300 exemplaires, et qui sont dans la même forme que les papiers déchirés originaux, et dans lesquels presque toutes les idées qui sont dans ce grand verre sont écrites ou indiquées en tout cas. Quels furent les principaux protagonistes de Dada à ce moment-là? Dada, la première chose, la première manifestation de Dada eut lieu à Zurich en 1916, avec Zara et Arp et Hülsenbeck, et c'est à peu près tout. Et ça a duré 2 ou 3 ans, et après ça, Zara est venu à Paris, où il a fait la connaissance de Breton, Aragon, plusieurs autres, qui sont devenus les Dada de Paris. Et la différence est que à Zurich, il n'y a pas eu vraiment de grandes manifestations publiques, c'est-à-dire il y avait un cabaret Voltaire avec des manifestations, mais plus ou moins privées de cabaret. À Paris, ça a pris une ampleur plus grande. Et Breton et Aragon ont fait des manifestations dans des salles comme la salle Gaveau, où vraiment le public est venu en masse avec l'idée de chahuter, pour ainsi dire, et ils ont chahuté très copieusement. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait toute l'histoire de Dada. Pendant 3 ans, il y a eu des manifestations différentes dans chacune des grandes salles de Paris. Et ça ne s'est terminé vers 1922 ou 23, quand vraiment il y a eu des dissensions internes entre les différents dadaïstes qui n'étaient plus contents. Chacun voulait être le grand protagoniste, et naturellement il y a eu des fâcheries, et ils se sont fâchés, et Breton a décidé de commencer une autre chose qui s'appelait le surréalisme. D'ailleurs, dont le nom surréalisme avait été donné par Apollinaire, sans le savoir, à une pièce qui s'appelle Les Mamelles de Tirésias, qui ont été données pendant la guerre à Paris, dans un petit théâtre, et ça s'appelait, je crois, drame surréaliste ou tragédie, ou je ne sais pas, comédie ou comme ça, mais en tout cas le mot surréalisme avait été fabriqué par Apollinaire, et il ne savait pas que ça allait prendre tellement d'importance, je suis sûr, quand il y a fait. Et votre amitié avec Picabia remonte à ce moment-là? Oh oui, Picabia naturellement était un des grands, pour ainsi dire le go-between, les différents, parce qu'il était à New York, et nous avons déjà connu Dada en 16 à New York quand il était ici, et ensuite il a quitté New York en 17, 18, il est allé à Barcelone, de là il est allé en Suisse, où alors il est allé en Suisse où il a fait la connaissance de Zara et tout ça, et Zara et lui sont revenus à Paris et se sont liés d'amitié avec Breton, et vraiment le mouvement a commencé là. D'ailleurs, ce qui n'a pas été approuvé par les Dada allemands, qui eux voulaient en faire une chose complètement politique et d'ordre politique seulement, dans le sens communiste du mot. Mais vous parliez de manifestations Dada. C'était quoi ces manifestations-là? C'était des manifestes ou quoi? Non, c'était des manifestations théâtrales. Ah bon? C'était sur la scène, par exemple la salle Gaveau, qui n'est pas une scène, mais enfin c'est tout de même la scène où l'orchestre s'assoit pour jouer les concerts. Il y avait des pièces de théâtre fabriquées pour l'occasion par Breton, par Raymond de Seigne, par des gens comme ça, qui étaient jouées avec des décors appropriés, c'est-à-dire des bonnets de coton, des entonnoirs, tout ce qu'il y avait comme fantaisie imaginative. Marcel Duchamp, qu'est-ce qu'un ready-made? Un ready-made, d'abord c'est le mot inventé que j'ai pris pour désigner une œuvre d'art qui n'en est pas une. Autrement dit, qui n'est pas une œuvre faite à la main, faite par la main de l'artiste. C'est une œuvre d'art
qui devient œuvre d'art par le fait que je la déclare ou que l'artiste la déclare œuvre d'art sans qu'il y ait aucune participation de la main de l'artiste en question pour la faire. Autrement dit, c'est un objet tout fait qu'on trouve, et généralement un objet de métal, plus qu'un tableau en général. Voulez-vous donner un exemple d'un ready-made à l'état pur? Nous avons l'urinal que j'avais exposé aux indépendants de 1917 à New York, et qui est une chose que j'avais achetée simplement chez monsieur Mott Works, et que j'avais signé Richard Mott, et qui a été d'ailleurs refusé par les indépendants qui ne sont pas supposés refuser quoi que ce soit. Mais enfin, ils l'ont refusé, ils l'ont jeté derrière une partition, et j'ai été obligé de la retrouver après l'exposition pour ne pas la perdre. Mais il y a différentes sortes de ready-made. Il y a ce que vous appelez des ready-made aidés. Alors, dans le ready-made aidé, c'est justement un objet dans le même genre auquel l'artiste ajoute quelque chose comme la moustache à la Joconde, qui est une chose ajoutée et qui donne un caractère spécial à la Joconde en question. Est-ce que vous n'aviez pas aussi ajouté un titre à ce tableau? Oui, mais ça, je n'ose pas vous en donner la traduction, même en anglais. Et qu'est-ce qu'un ready-made réciproque maintenant? Un ready-made réciproque, ça a été le cas ça n'a pas été fait, mais ça aurait pu être fait, c'est de prendre un Rembrandt et de s'en servir comme planche à repasser. C'est réciproque par le fait que le tableau devient le ready-made, un vrai tableau fait par Rembrandt qui devient un ready-made pour repasser des chemises. Je pense que vous avez toujours été un esprit intransigeant. Votre œuvre a été rare, s'est faite rare, mais vous l'avez réunie dans une espèce de musée portatif. Oui, j'avais fait une grande boîte en valise, c'est-à-dire une boîte qui était en carton, plus ou moins, avec toutes les reproductions des choses que j'avais faites, à peu près tout ce que j'ai pu retrouver en tout cas, et ça ne représente d'ailleurs qu'une 90 ou 95 articles. Et alors j'en ai fait en production, et j'ai en couleur, en noir, et il y a même des 3 petits ready-made qui sont en dimension réduite de l'original, qui sont il y a la machine à écrire, l'ampoule d'air de Paris que j'avais apporté à mon ami Arensberg comme souvenir. J'avais fait remplir une ampoule d'air de Paris, c'est-à-dire j'avais simplement fait ouvrir une ampoule et laisser l'air rentrer tout seul et fermer l'ampoule et rapporter à Paris, à New York, comme cadeau d'amitié en tout cas. Et aussi, alors il y a aussi les jeux de mots aussi. Ah, je pense que c'est là une de vos spécialités. Oui, je ne sais pas si vous les rappelez, mais moi je ne me les rappelle pas toujours par cœur, mais enfin je vais vous en lire un ou deux. Avez-vous déjà mis la moelle de l'épée dans le poil de l'aimer? Il faut lire très lentement parce que c'est comme c'est des jeux de mots, il faut... Esquivons les échymoses des Esquimaux aux mots exquis. Ça aussi, ça faisait partie dans des choses ici, dans les choses qui tournent avec un moteur. Il y a un autre encore. Inceste ou passion de famille à coups trop tirés. Et ensuite, moustique, domestique, demi-stock pour la cure d'azote sur la côte d'Azur. Il y en a encore un autre, système métrite par un temps blême orageux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Parmi nos articles de quincaillerie paresseuse, Rose Sélavie et moi recommandons le robinet qui s'arrête de couler quand on ne l'écoute pas. Quelle gentillesse. Mais au fait, ce mot de Rose Sélavie revient souvent dans vos œuvres. Qu'est-ce que ça veut dire, Rose Sélavie? En 1920, j'ai décidé que ça ne suffisait pas d'être un seul individu avec un nom masculin. J'ai voulu changer mon nom pour les ready-made, surtout pour faire une autre personnalité de moi-même. Comprenez-vous, changer de nom simplement. Mais vous parlez de la négation du dadaïsme.
qu'a été l'affirmation du surréalisme? Qu'est-ce que ça a été? Il y a eu beaucoup de points d'affirmation. Un des points importants, c'est l'importance du rêve, l'importance des poèmes oniriques et le côté freudien aussi, le côté interprétation self-analytique. Quoi qu'il ne se soit pas complètement senti élève de Freud, ou disciple de Freud du tout, mais ils se sont servis de Freud, comme un élément pour analyser le subconscient en tout cas. Et toutes ces œuvres surréalistes dont on a parlé tout à l'heure, est-ce qu'elles avaient à ce moment-là une valeur de préfiguration Oui, je crois que elles ont aujourd'hui toute œuvre écrite est empreinte d'un peu de surréalisme et même une œuvre visuelle peinte on sent que le peintre qui l'a faite a vu le surréalisme avant, même s'il l'a refusé, comprenez-vous? Alors on a l'impression que le surréalisme a donné une nouvelle orientation tout à fait à l'imagination de l'homme contemporain. Très net, très net. Je vous dis, c'est une scission absolue et qui probablement, comme toujours, donnée par la littérature et par la peinture ou par les arts, cette scission aura des répercussions dans le monde actuel, politique ou autre, ou interplanétaire presque. Le fait que votre activité à vous, Marcel Duchamp, se soit déroulée aux États-Unis, est-ce que ça lui donnait à cette activité une urgence particulière, ou soit par contraste ou pas? Non, le contraste a été pour moi personnel. La vie aux États-Unis pour moi a été beaucoup plus simple qu'en France, qu'en Europe. Parce que il y a un respect de l'individu ici qu'il n'y a pas en Europe. L'individu n'est pas respecté en Europe. On force l'individu à entrer dans une catégorie, soit politique, soit de camarades, soit d'école, soit de choses. Ici, vous êtes complètement seul si vous voulez l'être. Et il y a un respect de l'individu ici qui est remarquable, à mon avis. Et vous croyez que cette bienheureuse liberté n'est pas compromise ici? Elle est sans danger pour l'instant? Beaucoup moins qu'ailleurs, en tout cas. Un homme libre ici est un homme presque libre, tandis qu'en Europe il n'y a pas d'homme libre. Et vous croyez qu'il pourra le demeurer longtemps, presque libre? Probablement. Il est probable qu'on y reviendra, l'homme libre, parce qu'on ne peut pas devenir des fourmis pour le plaisir de devenir des fourmis. La semaine prochaine, à Premier Plan, Gérard Pelletier interroge l'un des plus grands photographes reporters de notre époque, Henri Cartier-Bresson.